Bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans votre rendez-vous matinal Bonjour d'Algérie, l'émission qui vous parvient en ce mercredi 3 juillet 2024 en direct de la station régionale d'Oran. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre fidélité au programme de Canal Algérie et une pensée aussi à nos téléspectateurs du sud du pays suite aux températures caniculaires qu'a connues ces régions du pays ces derniers jours, des températures avoisinant les 49 voire même 50 degrés, donc un chiffre assez colossal. Donc où que vous soyez, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce temps très estival. Alors, au programme du jour, mesdames et messieurs, nous allons vous emmener découvrir une actualité sportive qu'a abrité la wilaya d'Oran, une activité qui se conclut aujourd'hui même, donc vous avez le temps de rattraper. Alors, c'est une activité qui se tient au niveau du complexe Miloud Hatfi, pardon. Donc, c'est le championnat estival d'Algérie de natation. Donc, nous avons le plaisir de recevoir avec nous le vice-président de la Fédération algérienne des Jeux aquatiques, donc c'est M. Sid Ahmed Ben Qadadra, qui sera accompagné du président de la commission arbitrage, M. Kamel Yadi. Donc il sera parmi nous dans un tout petit instant pour nous parler de cet événement, des clubs ayant participé, du nombre de nageurs, ainsi que des futurs projets de la fédération. On passera ensuite au volet santé avec un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre vie de tous les jours, il est un phénomène qui est accentué lors de la période estivale avec les veillées nocturnes notamment, et c'est la surexposition aux écrans de smartphones chez les enfants. Donc nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le docteur Abdellatif Rahmoun pour nous parler ainsi que sensibiliser sur ce phénomène. Docteur Abdellatif Rahmoun qui, on le rappelle, est aussi vice-président de l'association Éco-Citoyenneté. On continuera ensuite avec de la culture, avec cette belle et louable initiative initiée par le Musée national Ahmed Zabana d'Oran en partenariat avec l'association d'insertion professionnelle des non-voyants, à savoir l'aménagement d'une salle d'exposition contenant des descriptions en braille au profit des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc une louable initiative, nous aurons plaisir, pour en parler plus en détail, nous aurons plaisir d'avoir avec nous la chef de service communication au sein du musée, Madame Lila Boutaleb, qui sera accompagnée de Monsieur Mohamed Amin Ben Safi, qui est président de cette association professionnelle d'insertion professionnelle des non-voyants, accompagné de la secrétaire générale de cette même association, Madame Zineb Zahir. Et on termine avec de l'art, bien évidemment, comme toujours, donc avec deux artistes peintres au style radicalement différent qui seront parmi nous. Donc le premier, c'est Zakaria Tires, qui est artiste peintre et en même temps conseiller culturel au sein du musée d'art moderne et contemporain d'Oran, donc le MAMO, et qui sera accompagné de Monsieur Reda Kouchier, qui est lui aussi artiste peintre et conseiller culturel au niveau de la direction de la culture d'Oran. Donc ils seront parmi nous pour nous parler un peu de ces institutions, des diverses expositions qu'a abrité notamment le musée Mamou, ainsi que de leurs travaux respectifs. Donc j'espère que vous serez nombreux à suivre ce programme qui a été concocté spécialement pour vous. Mais tout d'abord, nous tenons à rendre hommage à une figure artistique qui nous a quittés cette semaine, donc tout récemment, à savoir Monsieur Tahar Ben Ahmed, artiste moujahid et ancien membre de la troupe artistique du FLN. Pour rappel, Tahar Ben Ahmed a commencé comme percussionniste avant de se rendre à Tunis où il va rejoindre la troupe artistique du FLN. Allah il nous a quittés à Alger ce lundi soir à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui une riche carrière artistique empreinte de créativité et d'authenticité. Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On commence tout de suite, mesdames et messieurs, mais tout d'abord une chanson en guise d'hommage et de solidarité avec le peuple palestinien et on se retrouve juste après.
الصهيونيسم. Bébé Palestina, l'hymne emblématique de la résistance palestinienne, écrite par Georges Totari, palestinien exilé en Suède. Une chanson en guise d'hommage au combat que mène le peuple palestinien tous les jours, un peuple opprimé par une entité sioniste abjecte et barbare, une entité qui a fait, à l'heure où je vous parle, plus de 37 900 martyrs, un chiffre jamais vu, exacerbé par une famine sans nom ainsi qu'un chaos humanitaire sans précédent. Allah yarham, nos frères et sœurs palestiniens vivent la Palestine libre et indépendante avec Al-Quds pour éternelle capitale. On continue, mesdames et messieurs, avec notre premier plateau. Donc, comme je vous l'ai dit, le championnat estival d'Algérie de natation. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le vice-président de la Fédération algérienne des Jeux aquatiques, M. Sid Ahmed Benqdadra. M. Benqdadra, marhaba bik. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui, malgré un emploi du temps assez chargé. Oui, oui. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Donc, merci. Bon, avant de commencer, vous n'êtes pas venu seul parce que vous êtes venu avec le président de la commission arbitrage, donc M. Kamel Yadi. Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler déjà de la fédération en elle-même, ainsi que du bel événement sportif que vous avez organisé et qui se conclut aujourd'hui d'ailleurs. Oui, il se conclut. Oui. Bon, c'est le championnat Open. Oui. Il a été exceptionnellement allongé à 6 jours au lieu de 4 jours parce qu'on a intégré les minimes et les juniors. Oui. Vu le programme chargé de la saison, parce qu'on ne pouvait pas faire des compétitions un peu séparées, on a jumelé les 3 catégories en une seule catégorie. On a allongé un peu la durée à 6 jours, c'est exceptionnel. Oui. Donc le complexe Miloud Hatfi, il offre toutes les conditions pour organiser une belle compétition dans les normes internationaux. On a vu une participation record. À peu près 600 nageurs, dont 145 dames, issus de 73 clubs venus pratiquement des 29 wilayas, 29 ligues ou wilayas qui sont affiliés à la fédération de natation. Donc on peut dire que ça a été un rendez-vous incontournable, on va dire, pour les athlètes sportifs, notamment pour les athlètes nageurs. Oui, depuis le début de saison, dès qu'on organise une compétition à Oran, on a des records de participation. Oui. Bon, il y a le bassin, c'est un bassin extraordinaire. Oui. Ensuite, il y a les conditions d'hébergement au niveau du village méditerranéen où on a toutes les commodités nécessaires. On remercie le directeur. Il y a que ce soit la restauration, que ce soit les chambres sont de qualité. Et le plus important, c'est le prix qui est très, très, très abordable. D'ailleurs, nous allons y revenir sur le village olympique. Mais tout d'abord, avant de parler un peu plus en détail de l'événement en lui-même, on va profiter de cette occasion, de votre présence aujourd'hui, pour informer nos téléspectateurs sur la Fédération algérienne des Jeux aquatiques. Est-ce que c'est possible de nous la présenter? Qu'est-ce que ça englobe comme jeu aquatique notamment? Alors, la fédération, c'est parmi les premières fédérations créées après l'indépendance. Donc, elle est une fédération qui englobe plusieurs disciplines. Il y a la natation, le sport à roi, il y a le water polo, il y a aussi le plongeon et la natation artistique. On essaie un peu de développer en vue des disponibilités des bassins. On n'a pas encore développé, mais globalement, il y a le water polo et la natation course, et la natation course et la natation en eau libre. Ces 3 disciplines sont très, très, très pratiquées à travers nos différentes ligues. Et on essaie un peu après, à travers des formations internationales, à travers des formations locales, de développer cette discipline à travers notre direction de formation au niveau national. Très bien, très bien. Maintenant, pour revenir à l'événement, donc le championnat estival d'Algérie de natation, étant donné qu'il se tient dans une période qui plus ou moins est assez proche de la tenue des Jeux Olympiques, donc est-ce que l'objectif de ce type d'événement est en partie déceler un peu des futurs talents qui pourront peut-être représenter à l'avenir l'Algérie aux Jeux Olympiques? Donc, cette compétition en elle-même, c'est une compétition qualificative.
Très bien. Il y aura prochainement le championnat arabe qui se tiendra à partir du 25 août en Égypte. D'accord. Il va englober toutes les disciplines de la natation que j'ai déjà citées. Et cette compétition en elle-même, elle est qualificative parce que c'est un championnat en catégorie d'âge. C'est un championnat de catégorie d'âge. Donc, jusqu'à présent, on a à peu près 18 nageurs qui ont réalisé les minima de participation. Ils rentreront prochainement en stage. Oui. Et on attend la deuxième compétition Benjamin qui se tiendra à compter du 11 juillet prochain, ici même à Oran, où on va compléter l'équipe qui participera à ces championnats arabes. Très bien. Bon, il y a l'événement marquant qui à partir du 26 juillet, c'est les Jeux Olympiques 2024 de Paris, où on aura la chance d'avoir 2 nageurs qui participeront. Il y a en l'occurrence Jawed Sioud, champion qui participera en 204 nages, et la nageuse prometteuse Mjahad Nesrine. C'est une surprise qui va participer au 100 nages libres. Et on leur souhaite beaucoup de courage. On leur souhaite beaucoup de courage, c'est une participation historique. Donc après, j'imagine que pour organiser une compétition, comme vous l'avez dit, qualificative, donc j'imagine qu'il va y avoir tout un protocole de suivi, notamment pour assurer un arbitrage de qualité. Donc c'est là que je viens vers vous, Monsieur Kameliadi, par rapport justement à l'arbitrage. Donc nous, au niveau de l'arbitrage, il faut nécessairement avoir des arbitres internationaux au niveau de chaque compétition pour que les temps soient homologués au niveau de la World Aquatic ou au niveau de la Confédération africaine aussi. Donc c'est pour ça qu'à chaque compétition, on désigne au minimum 4 arbitres internationaux sur les 12 que compte la Fédération algérienne. Et secondés par les arbitres de la wilaya dans laquelle la compétition se déroule. Et justement, quels critères sont utilisés pour sélectionner justement les arbitres pour des compétitions de ce genre? Donc les arbitres, il y a des formations qui ont été faites, il y a des formations qui sont agréées par la Fédération algérienne. Nous avons d'autres formations, la Clinic School qui est initiée par la FINA et plutôt la clinique et la school. D'accord. Bon, ceux qui font la school, c'est des arbitres qui sont internationaux, inscrits sur les tablettes de la FINA. Les autres, c'est des arbitres au niveau national qui ont le droit de participer aux compétitions d'envergure nationale. Justement, là-dessus, vous me tendez une perche pour rebondir sur ce point de la formation. Donc, M. Ben Qadadra, quel intérêt accorde aujourd'hui la Fédération algérienne des Jeux aquatiques par rapport à la priorité et à l'importance aujourd'hui de la formation pour assurer déjà des compétitions de très grande qualité et conformes aux standards internationaux, mais même pour les futurs athlètes à l'avenir? Donc, je peux vous dire que depuis 2021, on a lancé un très grand programme de formation. Il y a la formation des initiateurs qu'on fait à travers les wilayas, initiés sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et formés par nos experts fédéraux. Il y a jusqu'à présent à peu près 1400 initiateurs qui ont été formés dans le territoire national. Quand je dis dans le territoire national, c'est pratiquement les 158 wilayas. Très bien, très bien. Donc vous vous déplacez On se déplace, c'est des formations. Ensuite, il y a la formation des arbitres qui marche en parallèle. Dès qu'on fait une formation d'initiateur, on fait tout juste après une formation d'arbitre. Il y a à peu près approximativement 700 arbitres qui ont été formés. D'accord. Donc la formation en elle-même, c'est la principale activité de la fédération. Parce qu'à travers ces initiateurs, on peut former les jeunes nageurs, les bébés nageurs, les écoles de natation. Et à travers ces écoles de natation, on peut assurer un futur pour cette activité sportive. Tout à fait. Il y a aussi la formation des initiateurs en water polo. C'est une activité qu'on essaie de développer avec. Il y avait en début de notre mandat, il y avait 4 clubs. Cette année, on a pu créer 2 autres clubs. Il y a un club à Mostaganem, Besma Mostaganem, et récemment, il y a un club à Mascara, dans la commune de Sig, Besma Sig, qui participe aussi au championnat national. Donc, à travers ces formations, on essaie de développer l'activité natatoire. D'accord. C'est à travers cette formation qu'on développe l'activité natatoire. Ça marche en parallèle
à la compétition qu'on gère le plus normalement possible. Très bien. Mais maintenant, justement, juste pour un dernier point concernant la formation, j'imagine que beaucoup de téléspectateurs doivent aussi se poser cette question. Est-ce que c'est des formations homologuées ou conformes, on va dire, à ce qui se fait à l'international? Bien sûr. Bon, donc c'est avec des formateurs, on va dire, internationaux, approuvés, on va dire? C'est Oui. des formateurs, c'est des formateurs nationaux formés. Il y a eu durant ces 4 ans, il y a eu 2 formations internationales ici en Algérie. Il y a eu une formation des entraîneurs en natation, il y a eu une formation en waterpolo. Oui. Ces 2 formations, on a dégagé une équipe de formateurs. Elle est composée de 8 formateurs à travers le territoire national qui se déplacent et forment ces nouveaux initiateurs. Les initiateurs, en général, la majorité sont des ex-nageurs qu'on récupère et on forme et on le garde dans le circuit de la natation. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, toujours dans le cadre de la formation, tout ce qui est formation internationale. À l'international, c'est la World Aquatic, à notre demande, bien sûr, à la demande de la fédération, qui nous envoie des formateurs. D'accord. Donc, quand c'est disponible, on nous inscrit. L'Algérie est inscrite dans leur programme. Et c'est comme ça qu'on a bénéficié de formations cliniques. On a bénéficié de 2 cliniques. Une fois avec une formatrice canadienne et une fois avec un formateur français. Très bien. Et pour ce qui est du school, on a fait une formation en 2016 au niveau du Maroc. On a regroupé la zone 1, c'est-à-dire le Maghreb. On a fait une formation là-bas. D'accord. Et maintenant, juste pour revenir par rapport étant donné que vous êtes président de la commission arbitrage, quelles installations ou infrastructures ont été mises en place pour assurer le bon déroulement des compétitions, surtout pour assurer un arbitrage pointilleux? Installation au niveau nautique, concernant le championnat. Là-dessus, je reviens au championnat, justement. Bon, le championnat, l'installation, c'est le bassin de Milo Detfi. Au fait, je parle du contexte arbitrage. Quels sont les dispositifs mis en place pour assurer un arbitrage le plus précis possible? D'accord. Pour une compétition d'une telle envergure, nous avons besoin en moyenne d'une 40aine d'officiels. Donc qui occupent tous les postes qui sont à pourvoir. C'est-à-dire chronométrage, juge arbitre, juge de virage, la chambre d'appel. C'est toute une organisation. En matière de natation, il y a l'électronique et il y a le manuel. Ah, d'accord. Donc on essaie toujours de garder le manuel et l'électronique en parallèle. Très bien. S'il y a une erreur ou s'il y a une panne il y a toujours le manuel. Donc c'était tout un dispositif à mettre en place. Et bien sûr, comme il a dit Monsieur le vice-président, c'est pour parer à d'éventuelles pannes électriques. Absolument. Donc il nous faut les chronométeurs toujours en place. Actuellement, quand tout marche bien, nous avons le tableau électronique, nous avons la poire et nous avons le chronomètre. Il y a 3 chronométrages en même temps qui fonctionnent. Tout ça, c'est géré par un règlement très strict. Très bien. Un règlement très strict concernant l'arbitrage. Il gère tous ces aspects. Justement, les pannes inattendues, etc. Tout ça, c'est géré par une réglementation très stricte. C'est en fonction de l'installation et des moyens qu'on a au niveau de l'installation. S'il n'y a pas d'électronique, nous devons mettre 3 chronométreurs par couloir. S'il y a l'électronique, on peut mettre 2 ou 1. C'est à l'initiative de c'est pour éviter toute mauvaise surprise, on va dire. Donc tout est pris en charge. Tout est pris en charge. D'accord. Là-dessus, justement, j'aimerais rester dans le domaine de la logistique pour parler un peu des mesures de sécurité maintenant. Pas dans le contexte arbitrage ou pour les compétitions, mais même pour les spectateurs qui viennent assister aux épreuves. Donc, quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour assurer déjà la sécurité des participants et aussi des spectateurs présents? Le bassin en lui-même, le bassin 2000, ici prête pour des compétitions d'envergure. On a fait les Jeux Med, on a fait les Jeux arabes, on a fait le championnat arabe. C'est une structure qui est faite pour des grands événements. Très bien. Donc tout est étudié, tout est calculé pour avoir une bonne compétition dans les normes. Très bien. Même s'il y a du monde dans les gradins, on ne le sent pas dans le bassin. Le bassin, on ne sent pas cette... Très important. Et
je profite de cette occasion pour inviter toutes les familles oranaises Oui. d'y venir pour, Oui. cette finale parce qu'il y a de la place, Absolument, en plus. c'est convivieux. Et comme vous l'avez dit, c'est aussi la finale. Convivial plutôt, Oui. et c'est la finale. C'est la finale, donc il y a la remise des, il y a la remise des prix, il y a etc., toute des trophées. Il y a toute, Oui. toute une cérémonie, toute une ambiance un vrai. peu spéciale C'est vrai. qui va se tenir ce soir et j'invite toutes les invités. L'entrée est gratuite. Ah oui, absolument, c'est vrai, Il y a- c'est vrai, il y a c'est nécessaire de le rappeler. Il y a un parking, il y a Oui. toutes les commodités. Tout à fait. Le complexe Miloud Hafi nous offre toutes les commodités pour organiser une compétition de qualité. Oui. Oui. Et Et, concernant la sécurité, prévention sanitaire et tout, nous avons la présence des services de la protection civile qui sont là sur place. Nous avons les services de la santé, Du SAMU. les SAMU. très bien. Ils sont là en cas d'incident, en cas en cas de malaise, d'évacuation etc., d'un nageur tout à fait. ou d'un public. Absolument. Oui. Ils sont toujours présents avec nous et on les remercie vraiment. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, juste pour profiter un peu de votre présence, pour parler du futur projet que vous organisez juste après, à Mostaganem. Alors, il y aura juste après, le jeudi, le 4 juillet, il y aura l'eau libre, le 5 km d'eau libre. Là aussi, on bat des records de participation parce que l'ensemble des clubs sont ici. Oui. Ils vont se déplacer à Mostaganem le jeudi matin pour l'eau libre. C'est une compétition de 5 km. En mer. Il y aura aussi en mer, oui. Il y aura une participation aussi record. Jusqu'à présent, on a 150 engagés. Très bien. Et les engagements sont ouverts jusqu'à la dernière minute. Oui. Donc, on attend une surprise. Généralement, on ne dépasse pas les 60, 50. Cette année, on a les 150 Ah nageurs. oui, quand même, oui. C'est un chiffre assez important. Ça nécessite Oui. un peu une logistique un peu Logistique. spéciale. Oui, c'est Donc, vrai, c'est vrai. dès que je termine Et donc là, vous allez prendre la route pour Mostaganem. On va se déplacer à Mostaganem Oui. pour la préparation logistique. Oui. On a choisi un site qui est abrité. Mostaganem, c'est juste pour un site qui est abrité des vents. Mhm. Et c'est une plage fermée, c'est une crique fermée qui est abritée des vents. Très bien. Donc, il y aura tout un enchaînement de fin de saison. C'est des compétitions de fin de saison qui s'enchaînent Oui. l'une après l'autre. Et c'est très... Et c'est aussi accessible au public Bien sûr, c'est gratuitement. dans une plage C'est publique, ouvert, elle est les plages accessible, sont elle est Très bien, ouverte. très bien Elle est pour- ouverte au public, c'est ceux qui veulent venir. Très bien, donc pour nos marquent téléspectateurs de Mostaganem et même Oranais d'ailleurs, n'hésitez pas à aller. C'est à 1 heure de route, c'est pas loin. Oui, allez vous faire plaisir pour un bel événement sportif et Oui, estival oui, aussi. c'est- Donc il fait beau, etc. Autant en On profiter. va enchaîner des compétitions et des stages jusqu'à la fin août. Cette année, on ne va pas s'arrêter. Merci. Jusqu'à la fin août, il y aura, juste après le Benjamin, qui va se terminer, Inch'Allah, Barbi, le 13 juillet, on enchaînera les stages. Ensuite, il y aura le départ pour l'Égypte. Oui. Et une fin de saison bien riche. chargé. Bien riche, en attendant une suivante qui peut-être sera encore meilleure. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Sid Ahmed Ben Qadadra, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, Kamel Yadi, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération algérienne des Jeux aquatiques et Monsieur Yadi, vous êtes président de la commission Mission arbitrage. arbitre international. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite très très bonne route déjà pour Mostaganem. Merci. Et beaucoup de chance et de succès pour votre nouvel événement sportif. Et à la prochaine, Inch'Allah. J'espère vous recevoir. Inch'Allah. Merci à vous. Saïd. Quant à nos chers téléspectateurs, on continue, mais tout d'abord un sujet sur les dangers de la lumière bleue, un sujet signé Salim Skandar, et on se retrouve juste après. S'exposer aux écrans durant de longues heures serait très dangereux pour notre santé. La cause, c'est la lumière bleue diffusée directement sur nos yeux. Mais c'est quoi une lumière bleue ? Avec l'avènement des smartphones, des nouvelles technologies comme les écrans plats des téléviseurs, les laptops et un peu leur démocratisation, et il y a le problème de la lumière bleue qui maintenant est un réel danger, un réel problème pour la population en général et pour les utilisateurs particulièrement. La lumière bleue, elle est nocive pour la rétine. Donc la rétine qui est un peu l'organe de la vision, les cellules deviennent un peu fragiles et même on peut avoir des problèmes de cataracte, c'est-à-dire le cristallin qui devient blanc. On peut avoir des dégâts, même des dégâts concernant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire que là, le point le plus important, le plus sensible de la rétine, qui est la macula, peut être touché. Et à ce moment-là, c'est des dégâts qui sont un peu sérieux. Ces rayons intenses n'altèrent pas seulement la vision, mais sont aussi cause de troubles de sommeil et troubles psychologiques. Ils perturbent énormément
ce rythme circadien, ce rythme naturel de l'horloge biologique, et peuvent même donner des insomnies. C'est-à-dire que si on ne s'arrête pas à regarder son smartphone, ou bien de regarder la télévision, ou bien de regarder son laptop, au moins 1 heure avant la date présumée de s'endormir, là on risque de passer une nuit blanche. Donc c'est important un petit peu de freiner notre utilisation de smartphone, de laptop et de télé, on va dire à partir de 10 heures du soir. Ça crée des retards du langage, ça peut anéantir même l'avenir scolaire et professionnel de l'enfant, parce que c'est un œil à venir, il n'est pas encore mature l'œil. Donc là, il ne faut pas l'exposer à ces sources de lumière bleue pour l'enfant. Qu'ophtalmopédiatre, le cri d'alarme que je donne aux parents, il est à deux indications. La première chose, c'est que la recrudescence des autismes, elle est liée à l'utilisation un petit peu sans limite pour des bébés, pour des enfants en bas âge. Afin de remédier à ce danger, des verres de lunettes avec filtre anti-lumière bleue sont développés. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus chez un opticien où cette technologie est d'actualité. اللي فيهم لو فلتر تاع انتي لوميير بلو تحتاجوهم بوكو بلوس في لي زيكرون مع لي زيكرون بورطابل طابلات سمارت فون تيليفزيون سورتو في لا نوي من تقابل التلفزيون كاع تكون الضوء طافي وهذيك لا لوميير بلو غادي دير دي ديغا في لا ريتين اكسيتيرا باغ كونطخ في اللي فيهم غير جوست تاع انتي يو في اللي ما فيهمش الفلتر تاع انتي لوميير بلو غادي هذيك لا لوميير غادي تهلك العينين الحاجه الاولى وما غاديش ميم في لا فيزيون غادي تحس روحك بلوز عليز بالفلتر. Un choix de qualité très bénéfique pour les yeux, et ce choix a un prix. لو بري مع لا كاليتي تاع لو فير كاين كاليتي تاع لو فير اللي باغ اكزومبل يدير 3000 دينار كاين اللي يدير 6000 دينار وكاين اللي يوصل حتى ل 9000 12000 دينار. لي كليون يحوسوا على لا كاليتي ماهمش يحوسوا على لو بري دونك راهم يروحوا بوكو بلوس اونتي لوميير بلو على لي اوردينار تاع بكري. Bien que ces moyens de protection soient efficaces, il est toutefois recommandé de limiter l'utilisation des écrans pour protéger vos yeux. Limiter l'utilisation des écrans, effectivement. Merci beaucoup Salim Skander pour ce sujet très très intéressant. Et on va rester dans la même thématique d'ailleurs avec notre invité du moment, à savoir Dr Abdellatif Rahmoun. Dr Rahmoun, ahbabik. Merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui pour sensibiliser déjà et pour parler de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, à savoir la surexposition aux écrans, notamment des smartphones, chez les jeunes. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour cette invitation et concernant par rapport à cette sensibilisation. Je me rappelle déjà, ça va faire déjà pratiquement 1 année et quelques mois qu'on est déjà passé à la télé avec notre consoeur Iman, donc le bonjour, par rapport à cette situation de la surexposition des écrans. Si vous me permettez, M. Ilyes, on va commencer بصورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. Que la conception de la vie en elle-même, il y a la nuit et la nuit et le jour. Donc automatiquement, le jour, on est là sur terrain, on travaille un petit peu. Oui. Et le soir, il est fait pour dormir. Oui. C'est fait pour tout ça par rapport à une certaine lumière, comme vous le savez très bien. Généralement, on voit le ciel qui est bleu. Pour quelle raison il est bleu? En fin de compte, c'est des lumières, c'est les rayons du soleil qui ont réfléchi. Oui. Automatiquement, il y a la lumière bleue qui est réfléchie et qui nous donne ce ciel qui est bleu. Oui. Tout cela pour dire qu'en fin de compte, la genèse de cette lumière, c'est une lumière qui est bio, et on a une lumière qui est artificielle, qui a été créée dans le temps. On la retrouve pratiquement dans notre quotidien de tous les jours. Oui. Que ce soit dans tous les appareils, électroniques, tout ce qui est électronique et tout ce qui est la lumière, les lampes qu'on a
qu'on a oublié aussi, la lumière qu'on retrouve au niveau de nos quotidiens, c'est les maisons, les chambres. Et justement, sur ce point-là, quels sont les principaux effets de la surexposition à ce type d'outils? Alors, concernant cette lumière en elle-même, qu'est-ce qu'elle peut entraîner? Il faut savoir une chose, que durant le jour, tant qu'on a une lumière bleue qui rentre au niveau... Je vais abréger pour ne pas rentrer dans trop de détails. L'essentiel, on va essayer de vulgariser. Cette lumière, dès qu'elle rentre au niveau des yeux, on a des cellules. Et cette cellule, elle est bloquée par cette lumière bleue en disant que c'est le jour, il faut être éveillé, il faut tourner. Le soir, quand il n'y a plus de cette lumière bleue qui est le soleil, il est fait pour dormir. Automatiquement, cette lumière, il n'y a plus de lumière bleue, cette cellule, elle va sécréter, c'est l'hormone de la mélatonine. La mélatonine, elle est responsable de tout ce qui est relâchement du corps. Notre corps, le cerveau, va régénérer des cellules, et c'est pour cela qu'en fin de compte, il y a une régénération de toutes nos cellules, le patient, la régularisation, concernant tout ce qui est la tension, le diabète, le sucre. C'est pour cela que le soir, c'est un cycle nictéméral, ce qu'on appelle le cycle nictéméral. Le soir, il est fait pour dormir. Si on n'arrive pas à dormir pratiquement à l'heure actuelle, on va perturber tout. Il y a une, comment dirais-je, cette lumière à nous envoyer durant tout le soir, en rentrant même à la maison avec cette lumière, les lampes, automatiquement, on ne va pas dormir à temps et on va perturber tout le cycle. Perturber notre cycle. La preuve, le matin, quand on se lève comme si on a travaillé le soir. Absolument. Parce que tout notre corps n'a pas eu le temps de se reposer. Et d'ailleurs, même spécialistes, beaucoup de spécialistes préconisent une tranche horaire de repos entre 21h et je pense 2h du matin. Ils disent que c'est la meilleure tranche horaire pour se reposer. Je connais personne qui peut dormir à 21h. C'est من العشاء للفجر. Oui, tout à fait. Pratiquement. C'est le cycle, notre cycle nictéméral. Si on voit dans le temps, depuis les années passées jusqu'au jour d'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de maladies qui ont augmenté. Le nombre de malades qui a augmenté, surtout en ne pas respectant ce cycle nictéméral, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. Oui, notamment en période estivale, donc qui est marquée par des veillées nocturnes, etc. Donc ça, c'est sûr et certain. On a l'occasion de faire des sensibilisations auprès des enfants. Et ce qu'on a remarqué chez les enfants aussi, qu'en fin de compte, ils utilisent leur téléphone smartphone, tout cela parce qu'il y a une addiction. L'enfant n'a pas besoin de téléphone. Ailleurs, il est interdit, le téléphone, il est interdit. Tout ce qui est écran, téléphone, les tablettes, tout ce qui est écran basé, il est interdit pour les enfants. Et on ne l'utilise plus. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas besoin de téléphone. Malheureusement, chez nous et ailleurs dans le monde, c'est une modification de tous les jours. Les gens travaillent toute la journée, ils n'ont pas le temps. Pour avoir un petit peu de la paix, tranquillité, vous donnez le téléphone, c'est juste pour qu'il soit comme ça. Oui, mais quand on voit des PDG de multinationales spécialisées dans l'industrie, on va dire électronique, notamment de smartphones, et qui interdisent ce type d'outils à leurs propres enfants, on comprend pourquoi c'est dangereux. Je tiens à te remercier pour ça, parce que c'est une des vidéos qu'on utilise dans l'ordre de notre sensibilisation, en disant que voilà, les multinationales, les personnes qui ont créé toute cette technologie, ils interdisent à leurs enfants l'utilisation de tout ce qui est technologie, c'est-à-dire les tablettes, les équipements, jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut savoir une chose, qu'ils habitent dans une c'est la Silicon Valley, on va le dire, c'est la Silicon Valley. Ils ont même une école spécialisée où ils sont revenus à l'ère terrestre, c'est-à-dire l'utilisation de tout ce qui est les mains, la peinture, tout ce qui est manuel, le dessin, et on n'utilise absolument rien. Donc on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Le pourquoi, il est très simple. On ne veut pas qu'il y ait une population qui reste dans le temps saine.
qu'il y ait une population qui sera malade. Donc l'enfant... Et l'isolement social aussi. Exactement. L'enfant, il n'arrivera pas du tout, je pense que vous avez eu l'occasion, vous avez vu la vidéo que j'ai... l'enfant qui est complètement plongé dans un écran de télévision avec son frère à côté qui essaie de jouer avec lui, mais sans réponse. Sans réponse. La différence, c'est qu'il y a un enfant qui a été mis devant des écrans depuis son jeune âge en face, et un enfant qui n'a jamais eu l'occasion d'utiliser tout ce qui est les tablettes. Et à partir de là, parce que l'enfant, il a besoin de cette l'hanana avec sa mère, et ça commence depuis sa grossesse, parce que même, il faut dire une chose, que la grossesse, là, une dame qui est enceinte, même elle ne doit pas utiliser son écran énormément. Parce qu'il y a des ondes, il y a les ondes, et en même temps, parce que le bébé ne produit pas de cette mélatonine, c'est la mère qui lui donne. Donc si la mère ne dort pas aussi le soir, donc automatiquement c'est un cercle qui est vicieux, l'enfant n'aura pas de mélatonine, il pourra avoir des problèmes neurodéveloppementaux. Donc automatiquement, dans le temps après sa naissance, il va avoir d'autres problèmes, cet enfant, durant sa naissance et durant son adolescence, qui pourra même faire des signes neurologiques. Et tout ça à cause d'une surexposition d'un écran, et toujours cette exposition... Très bien. Donc il n'y a pas que des problèmes physiques, il y a même des problèmes, on va dire, mentaux ou psychiques. Oui. Donc, c'est qui peuvent affecter le développement cognitif même des enfants. Alors, le développement psychique, affectif, on le voit. On a eu l'occasion de travailler avec même des clowns, on a travaillé au niveau des écoles, et on a remarqué ce manque d'affection, et ce manque d'affection parce que la mère n'est pas là, le père n'est pas là pour discuter avec son enfant. Donc il compense avec toutes ces... C'est toujours le téléphone qui prend en charge l'éducation, alors que l'enfant, il a besoin des yeux, il a besoin de toucher, il a besoin de se sourire, il a besoin de cette affection. Il n'a pas besoin de cadeaux. Et on le voit. J'ai eu l'occasion, lors d'une présentation, un enfant, il m'a dit et pourquoi mon père me donne? Pourquoi mon père me donne ce téléphone si c'est... Donc là-dessus, il y a un travail qui doit se faire même en amont avec les parents. Bien sûr. C'est notre quotidien, c'est ce problème de vie qu'on travaille, le père travaille, la mère travaille durant toute la journée, tout le monde est fatigué. C'est pour cela qu'on aurait bien aimé avec le temps que nos institutions trouveront une solution par rapport à ça, par rapport à la durée de travail, par rapport à l'éducation, quels sont les effets, quelles sont les matières à faire étudier, quelle est l'utilisation du matériel. Il faut, on aura l'occasion de discuter à la fin concernant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, sincèrement, il faut faire très, très, très attention. L'enfant n'a pas besoin de ces écrans et de ces tablettes. On n'a pas encore parlé de tout ce qui est le contenu en lui-même. Oui, là c'est un autre terrain. C'est un autre terrain. Absolument. Parce que l'enfant, on utilise... Donc il est livré à lui-même. Il y a certaines applications, ils sont interdites chez l'inventeur lui-même. Il a créé, on peut le dire, c'est le TikTok. On l'utilise à l'échelle mondiale, mais celui qui l'a créé, il a une autre application. Oui, tout à fait. Sachant, il est utilisé que pendant 45 minutes, il l'utilise pour des informations propres, c'est-à-dire c'est l'éducation et tout ce qui est le national, le reste, c'est comme ça. Absolument, absolument. Docteur, j'aimerais profiter de votre présence aujourd'hui pour, peut-être s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être voudraient savoir quels sont les signes précurseurs d'une dépendance au smartphone chez les enfants. Alors, comment on détecte que ça commence à devenir une addiction chez lui? Je vous ai envoyé, il y a un bébé à qui on lui qui avait le portable. Dès qu'on lui enlève, c'est les cris. C'est une crise. C'est une crise. C'est un bébé. Et quand on lui remet le téléphone, il s'arrête automatiquement, comme si c'était un bébé qui a besoin de son biberon. C'est vrai. C'est une forme de soulagement. C'est la même chose. Tous les enfants, dès qu'on leur enlève leur téléphone, c'est la crise. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'avec le temps, c'est traitable. Il faut prendre du temps avec eux. C'est une cure de désintoxication. C'est une cure de désintoxication. Comme un drogué. On peut dire même que cette dépendance au téléphone
avec le temps, elle a encore entraîné des dépendances de tous les stupéfiants. Oui. Parce qu'on remarque, on voit la vie elle est belle, on voit que tout est facile, l'argent il est facile, les soirées sont faciles. Tout à fait. Tout ça il est facile. Donc automatiquement on va faire comme eux. Et on ne voit que ça. Oui. Et c'est une réaction en chaîne. Exactement, Oui. c'est un Et ceux qui service, on suivent rentre font dans la un même autre chose. système. Oui. Donc c'est pour cela que je dirais à tous les parents, faites attention à cela. Ailleurs, je vous dis, il y a quelques mois de ça, on a eu l'occasion d'entendre qu'on veut mettre des tablettes au niveau des écoles primaires. Oui. Il faut savoir une chose, qu'il y a des pays autres, scandinaves, qui ont eu cette chance de faire ces tablettes, de donner des tablettes à leurs enfants au niveau des écoles primaires. À l'heure actuelle, ils les ont interdits. Tout simplement, ils ont remarqué qu'il y a des grands malades, il y a une grande différence et ça ne sert absolument à rien. Ils ont remarqué qu'on est en train d'abrutir les enfants. Oui. C'est vrai qu'ils te disent « Oui, mon enfant, il a appris beaucoup de choses, il a appris ses langues, il a ceci. » On n'est pas contre la technologie. Oui. C'est la dépendance. On est contre C'est la dépendance. Oui. On veut bien qu'elle sert et non pour desservir cette technologie. Absolument. Parce que Oui. on est là avec la technologie. Oui. On travaille avec tout ça. Absolument. Voilà. Et même un enfant, quand il va passer des heures devant un smartphone, une tablette, etc., donc il ne va pas regarder que des programmes éducatifs. Donc à un moment donné, il va forcément basculer vers d'autres programmes, on va dire, sans aucun intérêt et aucune valeur intellectuelle, on va dire. Et tout ça, ça a été fait pratiquement une étude avec des enfants. On leur demande qu'est-ce que vous regardez et tout. C'est des trucs, au fur et à mesure, ça change. On est tous, pas sous écoute, mais disons qu'on remarque tout ce qu'on est en train de voir. Tout à fait. Même si vous parlez, il y a des publicités qui vont sortir suite à ce qu'on a discuté. Donc automatiquement, avec les enfants, on regarde ça. Et il y a beaucoup de problèmes d'inceste, beaucoup de choses. Moi, je préfère qu'à un moment donné, qu'on arrête certaines applications en Algérie. Ça, on les coupe comme ça a été fait. Oui. C'est très facile. On peut couper l'Internet durant le bac. Oui, on de peut filtrer arrêter certains trucs sites malveillants. qui ne sert absolument à rien. Oui. Au contraire, on est en train d'abrutir. On est en train de d'asservir aussi. On est en train de créer une génération. On est en train de parler maintenant. Je ne sais pas si on sera vivant dans les 10, 15, 20 ans. Absolument. Peut-être on aura l'occasion, par nous et d'autres, ils vont parler d'une situation très très grave. Et c'est pour cela qu'on veut on aimerait bien pour que notre pays soit apte, qu'il y ait une population pas malade. On a actuellement, si on reste sur cette lancée, on aura une très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous sensibiliser sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur à l'échelle mondiale. On le précise, c'est un phénomène mondial, ce n'est pas uniquement en Algérie. Oui. Et donc merci beaucoup. Je précise juste que vous êtes vice-président de l'association Éco-Citoyenneté et que vous travaillez actuellement sur la création d'une association dédiée, une association nationale dédiée justement à la prévention contre justement la surexposition et surutilisation. On est en train de travailler avec d'autres confrères à l'échelle nationale et pour bientôt on va créer l'association nationale qui s'appellera Inch'Allah PERPA. C'est protection de l'enfance, recommandation et prévention Algérie et même Afrique parce qu'on a l'intention que ça va donner un petit peu de l'Afrique. Juste pour 2 mots pour terminer, ce qu'on prévoit pour donner quelques idées, il faut éviter tout ce qui est l'exposition des téléphones et tout à la table. C'est-à-dire le petit déjeuner, dès qu'on se lève le matin, on a tous tendance à faire ça. Tout à fait. La troisième des choses, il ne faut pas laisser les enfants dans une chambre sans la rue. Et on n'a pas parlé juste concernant la lumière, les lampes LED. On a vendu comme si sont économiques. C'est vrai qu'ils sont économiques, mais les LED, il y a des LED jaunes économiques à 2700 K où il n'y a aucune lumière bleue à l'intérieur. Et ça, c'est pour les chambres. Merci beaucoup pour cet excellent conseil. Donc, n'oubliez pas, c'est les lampes LED jaunes. Jaunes. Oui.
Ils sont économiques. Très bien, économique en plus. Très bien, merci beaucoup docteur. J'espère vous recevoir très bientôt pour parler justement de l'association en question. Ça sera un plateau dédié pour ça. Inch'Allah. Et merci beaucoup à vous. Merci. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau. Mais tout d'abord, une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre troisième plateau. Comme je vous l'ai dit, une très belle et louable initiative initiée par le musée national Ahmed Zabana d'Oran en partenariat avec l'association de l'insertion professionnelle des personnes non-voyantes. Et ceci concerne le projet d'aménagement d'une salle d'exposition contenant des descriptions faites en braille. Donc je vais vous montrer d'abord une petite brochure. Je ne sais pas si on peut le voir au niveau de la caméra. Là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, ces pointillés-là. Et bien, effectivement, ceci est une description déjà. C'est une brochure
faite pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc c'est le braille dont déjà on va en parler dans un tout petit moment. Donc pour ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir la chef de service communication au sein du Musée national Ahmed Zabana d'Oran, donc Madame Lila Boutaleb. Madame Boutaleb, marhaba bik. Merci beaucoup d'être présente parmi nous aujourd'hui pour nous parler de cette très très belle initiative. Donc avant de commencer à en parler, on va présenter aussi tous nos invités. Donc il y a aussi Monsieur Mohamed Amin Ben Safi. مرحبا بك أستاذ. شكرا بارك الله فيك. Donc je précise رئيس جمعية جمعية لإضاعة وفقيدي البصر. Très bien, donc c'est ça, c'est l'association de l'insertion professionnelle des personnes non-voyantes, absolument. Et vous êtes accompagné de Madame Zineb Zahir. Vous êtes la secrétaire générale de l'association. مرحبا بكم. شكرا على تلبية الدعوة. Donc avant de commencer, si c'est possible, Madame Bentaleb, de nous donner un peu une idée sur cette initiative. Comment est née cette initiative du musée? Alors bonjour et merci pour votre invitation. Donc on est là pour traiter un sujet très important qui concerne les personnes qui n'ont pas le plaisir de voir le patrimoine conservé au musée. J'ai eu l'idée de rencontrer Madame Zineb dans une émission à la télé, à la mosquée Ben Badis. Bon, je lui ai proposé pourquoi pas, on n'établit pas des étiquettes pour cette catégorie, les non-voyants. Donc j'ai passé le message à Monsieur le directeur, Monsieur Hichem Sakal. Il a bien aimé l'idée. Il m'a donné le feu vert pour commencer ce projet. Très bien. Et comment vous vous êtes organisé pour vous assurer que les descriptions, donc parce que déjà pour expliquer le projet aux téléspectateurs, donc c'est l'aménagement d'une salle spéciale contenant des œuvres d'art avec des descriptions en braille, c'est ça? En braille, oui. Commençons, on a voulu commencer par la collection, une salle de l'Antiquité, du moment qu'on a des objets exposés dans les vitrines et des objets exposés en dehors des vitrines. Bon, on voulait bien commencer par les objets qui sont en dehors des vitrines, du moment que les personnes non-voyantes ils ont le plaisir de toucher aux objets. Oui. Donc c'est plus facile par rapport aux objets qui se trouvent dans les vitrines. Oui, justement. Oui. Et par rapport à la politique du musée généralement, où on demande aux personnes de ne pas toucher, justement. Donc comment le musée s'est organisé par rapport à cette catégorie de la société pour qu'elle puisse admirer elle aussi des œuvres d'art? Les œuvres d'art. Du moment que ces personnes, ils ont le droit de rentrer au musée et payer le tarif d'entrée. Donc pourquoi pas, on doit les donner le droit même que les personnes normaux. D'accord. Donc ils ont le droit de rentrer au musée et de savourer et avoir le plaisir de découvrir ce qu'ils trouvent dans ce musée. Très bien, très bien. Oui. Et je rappelle que cette initiative va débuter le 5. Normalement, on a organisé cette activité en relation avec le 5 juillet. Maïd al-Istiqlal. Exactement. Et d'ailleurs, là-dessus, nous allons faire une pause pour rester justement dans la thématique du 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse aussi, pour vous conseiller, comme à notre habitude, un film à voir absolument. Donc, on vous laisse d'abord avec la bande-annonce et on se retrouve juste après. Hors la loi, un grand film algérien réalisé par nul autre que Rachid Bouchereb, un film sorti en 2010 et qui a représenté l'Algérie aux Oscars en 2011 pour concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ce film, eh bien ça tombe bien, la Cinémathèque d'Oran organise aujourd'hui même une projection du film à 16h, un film qui sera précédé par L'Opium et le bâton d'Ahmed Rajdi à 13h30. Donc si vous n'avez rien à faire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors,
On revient à un autre plateau, chers téléspectateurs, à présent avec Monsieur Mohamed Amin Ben Safi, alors qui est le président, je le rappelle, de l'association d'insertion professionnelle des personnes non-voyantes. Alors, Oustad, إذا ممكن تهضرنا على المبادرة هذه كيفاش جات وكيفاش خدمتوا مع المتحف الوطني أحمد زبانة في هذا المشروع. شوف المتحف أحمد زبانة عندي معه ذكرى منذ الطفولة. مي كنت تشوف في لي زاني 80 الوالد تاعي كان عنده شاك جودي يطلعني المانيج. حنا كنا نسكنوا عند قهوة النجاح، كان يطلع لي ابي تاع المانيج. مي كنا نفوتوا على الميزي كنت دائما نبوزي له كيسيون واش كاين هنايا. كان يقول لي هذا دار العجب. بكري كان يعيطوا لها دار العجب. دار العجب متحف هذا بكري في وهران كاع مشهور. اي واحد وهراني تقول له واش هنا يقول لها دار العجب. وي من بعد نشوف الدروج بزاف ومن مورا ما باليش واش هو دار العجب. دائما كيسيون عندي واش كاين داخل. حتى ملي دخلت ليكول وليت بدات نشوف داير نقص لي. دخلت المدرسه تاع لي نون فويون تعلمنا البراي. جسم الاخر اسمح لي استاذ غادي نقطعك هنا. واش هو البراي؟ شحال من بالك من المشاهدين تاعنا ما يعرفوش واش هو براي. حنا ماذا بينا زعما كنا تعطينا فكره عليه باش المشاهدين يكون عندهم هكا نظره عليه. البراي هي كتابه بارزه، الخط البارز. المصطلح تاعه هو الخط البارز. الكفيف يستعمله للكتابه، هو في حروف عباره عن رموز. هو الاصل تاعه كان كتابه تستعملها الولايات الامريكيه في المخابرات. رموز. نعم رموز مشفره. ومن بعد كان واحد لويس براي، هو كان خياط عند الجيش الامريكي. ضرب عينه بالمقص بالتماك ولا نون فايون. من تماك ولات هذه الكتابه خاصه بالمكفوفين. تطورت حتى وصلت اللي رانا نستعملوها حنا. وهي عباره عن نقاط. هي عباره عن نقاط، كل مجموعه من النقاط تمثل حرف. مثلا الالف عندك الاولى، باء اولى ثانيه، وعلى حسب الوضعيه تاع النقاط ايضا. ممكن تجي على اليمين على اليسار. من اليمين لليسار. نعم تقرا من اليمين. ممكن تجي على اليمين، ممكن الحروف وضعيه الحروف تكون نقطه على اليمين نقطه على اليسار. يعني الوضعيه الكفيف يستعمل اللمس اصابع تاعه باش يدرك الحروف. وكاين كلغه البراي ولا هي كتابه. هي كتابه. هل الجزائر عندها براي مخصص لها ولا احنا نتبعوا؟ لا احنا نتبعوا هي اللي شوف كاين اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والانجليزيه. هادو هي كل اللغات، ولكن الحروف مشتركه. مثلا انا الباء هي عباره عن بي بالفرنسي والبي بالانجليزيه. حنا نفرقوا بيناتها من يكونوا لي فواير والماجيسكيل. إذا دينا على سبيل المثال حرف الخاء هو الإكس. مقابل هو إكس. صح. خاء هو الإكس بالفرنسية. صح. يعني تقريبا شوف عندك بعض الحروف مشتركة كيما الألف والباء. الدي هو الدال، الجي هو جيم. صح. والحروف اللي كيما عندنا الدبليو هو اللام ألف. صح. يعني كاين اختلاف. كاين حروف كيما مربوطه غير موجوده في الفرنسيه. صح. باش نعاودوا المبادره تاع للموزي. من بعد من مشيت من دخلت للمدرسه بديت نعرف باللي دار العجب هو عباره عن متحف وفيه تحف وكاع. بعد مره انسيستيت باش نمشي، قلت للوالد تاعي اللي تديني مشيت. يعني دخلت كنت مازال عندي بقايا من البصر. كنت شفت واش كاين داخل. كان عندي دائما تساؤل زملاء تاعي المكفوفين كيفاش غادي يتعرفوا. انا الوالد تاعي كان امي سكوفي ما غاديش يقرا لي كاع. يعني ملي كنت تماك ولكن يفهمنا واش كاين كيفاش غادي يتعرفوني نون فايون. حتى من بعد من وصلنا المتوسط دارت لنا مدرسه، داروا لنا رحله. كان مربي هو اللي يشرح لنا. ومن بعد من تاسسنا هذه الجمعيه والتقينا مع السيده ليلى في الحصه في جامع بن باديس. بروبوزات علينا هذا اللي كسموه. تم تفكرت هذا لاكسيون تاع هذا السؤال كيفاش ني نون فايون. قلت وي صبري علاش حنا ما نديروش هذه المبادره كل تحفه نخدمها اون براي. دروك على بالك هنا الكفيف يحس بالاستقلاليه، تكون عنده استقلاليه. دروك ما من المربي يتلمس ويفهم وحده بلا ما يقعد يسقسي. دروك المربي اللي يكون ولا المرشد اللي يكون داي فوج فيه 8 ولا 6 ولا 10 يقعد يفهمهم بالواحد. بصح لو كان يقرا الكفيف هذيك المعلومه يترسخ لها في الدين اكثر.
مع يقرا التحفه اسم تاعها المكان وين وجدت والزمن يعني تبقى لها في الذاكره. وزائد اننا ثاني درنا لي بليونت اون براي و نوار يعني خاطر هما في المتحف دايرين لي بليونت من السنه 5 ابتدائي ودايرين للكبار. حنا قدينا نكيفوه بطريقه البراي حتى المكفوفين اللي يدرسوا سنه خامسه ولا حتى المبصرين اللي المكفوفين يكونوا كبار يزوروا المتحف يتحصلوا على هذه لي بليونت وين يتعرفوا على القاعات كاع واش كاينين في المتحف. نشن دروك اخر نجي عندك استاذه زينب زاير ك ماشي رئيسة الجمعية بصح سكرتير جينيرال تاع الجمعية تغادي تقول لنا كيفاش هل البراي عنده ورق خاص به تاع اللي خصها زعما تخدموا به ولا زعما تقدري ديري بأي ورق ممكن؟ لا في الكتابة تاع البراي هناك ورق معين يعني عنده جراماج خاص به يعني ما يكونش أكثر ولا يكون أقل سينو الكتابة ما تكونش بالنسبة للتلميذ لابد أن تكون الحجم الورقة معين باش أنه هو يستعمل قلم يضغط بيده لابد أن الورقة ما تكونش غليظة بزاف ما تكونش ركيكة بزاف ثم كي يضغط بالقلم ما يندرش من يده تكون يده خفيفة على القلم وما في الطبيعة تكون سلسة يعني في الطباعة. من جانب لي مويان اسكو هاد الاقلام هادو كاينين دروك ولا خطرت والله هي باش يكونوا في ما كانش يعني احنا كجمعيه نحاولوا كاين متطوعين كاين بزاف من الخارج هي ما كانش في الداخل الوطني ما كانش مصنعين داخل في الجزائر توجور تلقى الجمعيات كاين ناس متطوعين يجيبوا لنا وكاع تما كجمعيه نتوسطوا مع ناس باش هما يجيبوا لنا هذه الامكانيات. شوف اسمح لي هذه اللوحه هي نكتبوا بلوحه الكتابه وقلم. هذه لوحه الكتابه في الماضي كانت تدير 800 دينار حاليا راهي دير 600 دينار وماشي موجوده 600 دينار اون بلاستيك يعني نستوردوها من الخارج. هي كون نصنعوها هنايا بالك ما تقربش ما 200 دينار صح. هذا هو الاشكال. بصح حنايا الشيء اللي نخدموه ما نستعملوش لوحه الكتابه حنا نستعملوا طابعه براي اندستريال. كنا دخلنا مع الاتحاد الاوروبي في 2017 في مشروع طباعه الكتب بطريقه البراي اللي تحصلنا على الطابعه ولينا نطبعوا بها الكتب كما كتاب محل الأمية القرآن الكريم حنا أو وزائدا نديروا هذا. Maintenant, Madame Bentaleb, pour revenir vers vous, par rapport aux œuvres sélectionnées, quel a été le processus de sélection des œuvres en question concernant l'aménagement de cette salle d'exposition? Donc, quand je dis, on a commencé par les objets qui sont exposés en dehors des vitrines. D'accord. Comme, mais des œuvres en particulier? En particulier. Vous avez choisi minutieusement les œuvres? Non. Ils sont exposés. C'est une exposition qui dure toute l'année dans la salle des antiquités. D'accord. Donc, on n'a pas fait le choix des objets. Très bien. Et envisagez-vous à présent d'étendre cette initiative pour le musée dans son intégralité peut-être? Justement, c'est un projet qu'on doit étudier avec monsieur le directeur. Plus tard, dès qu'on termine cette salle, on doit entamer toutes les salles qui se trouvent dans le musée. Donc ça va se généraliser? Oui, généraliser dans toutes les salles du musée. D'accord. Mais maintenant, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est maintenant, je pense que par rapport au personnel du musée, je pense qu'il va falloir une formation adéquate ou adaptée par rapport à cette... Pas forcément, non. Parce que, étant donné qu'on a affaire à une frange de la société qui est un peu particulière donc, dans le traitement, donc est-ce qu'il y a un aménagement d'un dispositif pour assurer leur sécurité, pour que leur parcours soit clair, on va dire? Oui. Au musée. Oui, normalement, quand je dis, on a déjà parlé avec M. le directeur, on doit penser à toutes ces catégories, que ce soit les personnes non-voyantes ou les handicapés, on doit penser à eux. Oui. Enfin, il est temps de penser à eux. En fait, ma question, c'était plus pour leur accompagnement à l'intérieur. Oui. On a des guides. On a des guides, oui, on a même des agents de sécurité, ils doivent veiller sur... Très bien. Et... maintenant, comment je sais que l'initiative n'a pas encore été proposée au public, donc ça sera à partir du 5 juillet. Mais comment évaluez-vous l'impact qu'aura justement ce type d'initiative pour l'avenir?
pour d'autres projets similaires à l'avenir, peut-être pas uniquement au musée, même pour d'autres établissements. Justement, concernant cette question, j'aimerais bien que ce projet, ce plateau, je vais faire passer un message au ministère de la Culture. Oui. On aimerait bien que tous les musées de l'Algérie, ils doivent établir ce projet pour les personnes handicapées en général. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, monsieur Amir Ben Safi, je reviens vers vous. Est-ce que les œuvres, الأعمال اللي خدمتوا اللي درتوا لهم لا ديسكريبسيون تاعهم بالبراي، اسكو درتوا غير العنوان تاع العمل والعام اللي نخدم فيه ولا زدتوا هكا نص وين تفهموا فيه شويه زعما تعطوك لي نبدا على زعما اللي مالوزمون ما ينجمش يشوف. شوف احنا واش بدينا هو في الميوزي دايرين لي زيتيكات واش دايرين فيها الاسم التحفه ودايرين المكان التي عثرت عليه ودايرين الفتره الزمنيه دايرينها اون عرب وعربيه. وي حنا واش درناها اون بلاستيك تكون ترونسبارون امبريمينا ماشي في لي فاي نورمال امبريمينا في لي فاي اون بلاستيك ترونسبارون اون براي باش نحطوهم فوق لي زيتيكات اللي مكتوبين اونوار تاعهم هما صح شكون في دروك اللي غادي يجي نون فايون غادي توشي بيده صح وانت او ميم طو قادر تشوف واش راه كاين تحت البراي. صح سما مترجمين الكتبه اللي راهي موجوده بالضبط كيما راه مكتوب ما غيرنا في والو. اما قضيه الوصف هذه تجي مع الوقت هي سي فري خاطر كاين تحف موجوده في الفيترين وبزاف كما لي طابلو اللي ما يقدرش زعما يشوف ما شافيه كما قلت زعما يكون كاين نص هكا وين يفهموا. صح هذه رانا رايحين ان شاء الله مستقبلا. ما تنساش بلي هذا بروجي الاول على مستوى الوطن يعني المتحف متحف زابانا بالتوارن هو الاول اللي يستقبل هذه المبادره. نحيوا مدير المتحف اللي فتح لنا الابواب على بالك ثاني باش تدخل المؤسسه ودير بروجي كيما هكا تجروا يخافوا يعني كانت عندها زعما حاجه جديده مبادره جديده ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا معها مي الحمد لله كان الارضيه الحمد لله وانا بادين فيها ورايحين ان شاء الله امامك كما قلت لنا انت نوصفوا التحف باش نقربوا الصوره للكفيف. ما تخفاش عليك بلي المكفوفي اللي زايدين فاقدين البصر يعني ما عندهمش درايه على المحيط الخارجي يعني مي توصف لها ما تعي توصف بالصوره ما توصلهاش كيما واحد كان ديجا يشوف مقبل ولا راه عنده خلفيه مقبل على الاشياء. ومدام زين مزير نكمل معك. هل الجمعيه راهي توجد روحها باش تعمم هذه المبادره مع مؤسسات اخرى خاطبه لك الجانب الفني ولا زعما الجانب الصناعي ولا حاجه كيما هكا باش كلي ما يبقاوش منعزلين لي بيرسون مال فويونت ولا نون فويونت ولا باش ندمجوهم في كاع الاطارات وكاع قطاعات زعما صناعه فن الى اخره. احنا كجمعيه الهدف تاعها الاساسي هو الادماج المهني لكن عندها نشاطات مختلفة عندها أعمال كما شكرت في المتحف في المسرح عندها نشاطات عندها اتفاقيات مع مؤسسات تربوية عندها بزاف أعمال الحمد لله. في جانب التعميم احنا كبداية الحمد لله نشكر الأستاذة ليلى والمدير على فتح الأبواب. نحن نديروها كأول خطوة يقول لك مشوار 1000 خطوة يبدأوا بخطوة واحدة وبإذن الله نحاولوا حنايا مع عدة مؤسسات باش تكون العامة الكل كفيف يستفاد لأن عنده حقه من حق كل كفيف أنه يكون كمواطن جزائري يعرف ويروح يدخل ويخرج في أي مؤسسة كما أي مبصر. هذا هو الهدف تاعنا. أنا نزيد فكرة احنا ماذا بينا ما من المؤسسات الأخرى كما البلدية ولا المحاكم ولا في الأقسام نديروا دي بلاك اون براي يعني يعرف هذا بيرو واش كيشي واش هذا تاعش حتى في الشوارع الكبرى باش ما نوصلوش نحرجوه ما يبغيش يسقسي على كلش تاع اللي تمشى ويشوف وحده يعرف واحد صح يتوشي بلاكا يعرف الشارع وين راه يعني نقدروا نديروا هذه الاشياء يعني امور بسيطه يلقى لها غير شويه تاع ما عندك ثاني في الدواء
الدواء راك تشوف من يجيبوا دواء من الخارج في الكتمين نجموا نديروا مع الصيدله نجموا نديروا دواء مام لي نوتيس تاع الداخل نجموا نديروا انترديكسيون براي ان شاء الله كافي غادي يتعرف ان شاء الله ماذا بينا يكون كاين تعميم لهذه المبادره مبادره قيمه ما شاء الله يعطيكم الصحه مسيو محمد امين بن صافي بريزيدون de l'association de l'insertion professionnelle des non-voyants. Merci beaucoup Tani Khalzineb Zahir, secrétaire général de l'association. Merci aussi à vous aussi madame Bentaleb Leila, chargée de communication, enfin chef de service communication au musée Ahmed Zabana. Et on continue chers téléspectateurs avec notre dernier plateau, mais avant en commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ça sera le 5 juillet, fête de l'indépendance et de la jeunesse, une chanson en guise de commémoration et on se retrouve juste après. جزائر أم الجميع 9 أشهر جابت النجميع ما قبيلي ما عربي ما شاوي ما صحراوي واحدة جزائري والقرآن والأعناق الأبيض عرق الأمازيغ الأخضر نور الإسلام الأحمر دم الشهيد اللي به جا يوم العيد نساء سيد السياد يغور طاعالي دوني العز القبايل لالا فاطمة السمر أهل العلم وابنو باديس العالم الجليل البطل الأمير عبد القادر بن محي الدين أسس وقاوم بالجيش وزرع اليقين أنا بخيل أنت بخيل خير من اللي في بلاده أنا بخيل أنت بخيل خير من اللي في بلاده فيها شرق وغرب شمال وجنوب يبغيها شرق وغرب شمال وجنوب. Une belle et émouvante chanson المجد والخلود للشهدائنا الأبرار تحية الجزائر حرة ومستقلة. Alors on continue mesdames et messieurs avec notre dernier plateau étant donné qu'on commémore la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Autant profiter avec 2 jeunes artistes peintres qui sont parmi nous, de talentueux artistes peintres donc qu'on va vous présenter tout de suite. Alors c'est monsieur Zakaria Tires, artiste peintre, marhaba bik. Donc vous êtes artiste peintre et conseiller culturel au sein du musée national des arts contemporains modernes. Donc le musée qu'on connaît au nom de Mamou. Oui. Très bien. Alors j'accueille aussi monsieur Reda Kouché. Reda Kouché, marhaba bik. Merci. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation pour être parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes artiste peintre également et conseiller culturel au niveau de la direction de la culture d'Oran. Oui, d'Oran. Très bien. Marhaba bikum. Déjà la première chose qu'on remarque, c'est votre style qui est complètement différent. Donc vous êtes 2 artistes peintres, mais vous avez 2 touches radicalement différentes. Donc, oui, côté technique, oui. Oui, côté technique, absolument. Côté technique, même تقدر تشوف كوتي تاع لي كولور كوتي تاع لي ديفيرون ماتيريال اللي نخدموا بهم. Oui.
Alors, هذه en général les tableaux. Donc, justement, on va revenir aux matériaux et aux différentes techniques. Déjà, avant tout, pour commencer, étant donné que vous êtes aujourd'hui le représentant, on va dire, du musée, donc le MAMO qui a abrité beaucoup d'expositions dernièrement. Donc, il y a eu même une exposition collective d'art plastique à Oran qui a englobé, qui a réuni en tout cas plus d'une soixantaine de tableaux d'art. Donc, de peintres connus comme Nordin Kool, qu'on salue d'ailleurs. C'est l'exposition de miniatures et de la calligraphie. D'accord. Deux techniques différentes. Oui. Bon, côté de calligraphie, c'est des formes géométriques. Tu trouves aussi les différentes couleurs, même l'empreinte de l'art islamique. Oui. Et la calligraphie, on le sait tout. نعرفوا باللي كاين des différents calligraphies arabes. Oui. اللي نعرفوا الخط العربي اللي فيه plusieurs côtés, plusieurs techniques اللي باينين. داير تلقى اون جينيرال تلقى الخط الفارسي ولا الكوفي ولا هذه اون جينيرال في ليكسبوزيسيون تاع لا مينياتور. D'accord. من بعد جات اون اكسبوزيسيون واحده اخرى باسكو ديجا بدينا لو موا دو فيفري موا دو مارس باسكو كانوا دي رينوفاسيون au niveau de la salle d'exposition du rez-de-chaussée. Qui بدينا bon درنا la première exposition de miniatures. Après une exposition collective اللي جمعت بزاف لي زارتيست اللي كانوا بريسك واحد une vingtaine تقريبا. Alors, et pour rappel, justement, cette exposition, bon, déjà, elle s'est terminée, donc c'est bon, elle s'est conclue. Et elle n'a pas. La troisième exposition. Absolument. Mais elle n'a pas réuni que les professionnels du secteur. Il y avait même des artistes plasticiens amateurs qui ont participé aussi. Oui. Donc, on va pas cerner l'exposition pour des professionnels. Absolument. Même pour les autodidactes. Oui. Ils sont les bienvenus. Oui, مرحبا بهم يجوا يتصلوا بينا حنايا en tant que une entreprise étatique. Oui. وحنا نتعاملوا on va faciliter. Donc justement, s'il y a des téléspectateurs artistes qui nous regardent et qui voudraient peut-être participer pour les prochaines expositions, quelles sont les démarches à faire ou est-ce qu'il y a des conditions pour participer à des expositions ou pour montrer son travail? Oui. Pour les conditions, avant tout, نشوفوا le travail تاع l'artiste كيفاش le sujet. Oui. حنا نديروا une sélection avant. Bon, كاين des sujets اللي من تبقى على la présentation تاع le travail. Ou des fois peut-être il y a aussi la thématique de l'exposition qui peut-être n'est pas des fois en raccord avec certains travaux. Non, pas forcément, parce que quand on dit les arts plastiques, oui. Pour organiser un thème précis, c'est difficile. Justement, le moment de l'indépendance, on va contacter des artistes pour un travail qui symbolise la journée de l'indépendance. Oui. Mais les artistes, la plupart, les travaux sont peu sur ce sujet. Très bien. Alors, on trouve des difficultés. Très bien. C'est pour ça que nous نخدموا sur un thème واحد. D'accord. يكون فاري. Oui. تبقى كوتي تاع تكنيك و اون ايكول اللي متبعها الارتيست ينجم تكون اون اكسبوزيسيون انديفيدويال كوم تكون اون اكسبوزيسيون كوليكتيف. الور هنايا تبقى لو شوا تاع الارتيست. Oui, oui. Parce qu'une exposition individuelle, c'est plus de 60 tableaux. Minimum. Au niveau de rez-de-chaussée, il y a rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième. Et pour un artiste amateur qui peut être 60 tableaux. Alors, مرحبا بهم. أنا أي artiste يجي يبغي يتصل بيا مرحبا. يجي au niveau du musée d'art moderne. يجي نشوفوا إلا ينجم مرحبا بهم dans tous les cas. Très bien. Soit jeune ou. Très bien. Oui. Maintenant, on va fermer un peu la parenthèse Mamo pour un peu parler de vos parcours en tant qu'artiste. Donc maintenant, je vais m'adresser aux artistes. Très bien. Donc je commence par vous, Monsieur Reda Kocher. Oui. Donc déjà, on voit, vous avez quand même un style assez particulier.
vous avez ramené 2 toiles, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Une, on a plus l'impression de retrouver de l'impressionnisme dans une, alors que l'autre, elle est beaucoup plus dans, on va dire, je sais pas, dans le réalisme. Donc vous êtes artiste, donc vous connaissez mieux que moi, donc je vais vous laisser un peu développer votre style. Mais avant tout, quelle est votre principale source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire le plus quand vous travaillez? بون عندنا كاين لوحة فنية زيتية انطباعية لا تكنيك مي هاد اللوحات تعبر على التاريخ المعلم أثري اللي هو في المعلم سيد الهواري مسجد الباشا. وهذه الطريقة هي طريقة فيما تخص تعبير عن تاريخ المعلم اللي هو موجود بسيد الهواري. وإن شاء الله نتمنوا هذا التراث يكون في إطار قطاع الثقافة هو اللي يكون هو من بين المعالم التاريخية. تمام إن شاء الله. وكاين معلم هذا الرواق تاع قصبة وهران اللي هو موجود بسيد الهواري. احنا نتمنوا هذا التاريخ اللي هو إرث ثقافي موجود بهذه المنطقة، إن شاء الله يكون ما يزولش، إن شاء الله يكون فيه ترميم وإن شاء الله يكون فيه. Ça vous inspire, Sidi El-Houari? Parce que quand même, c'est deux tableaux qui parlent justement du patrimoine de Sidi El-Houari. Est-ce que c'est un quartier qui vous est cher, qui vous inspire beaucoup? C'est un quartier populaire اللي هو راه كما نقولوا من بين المعالم التاريخية اللي راهي موجودة الآن. إن شاء الله تكون كما نقولوا في الترميم ما تكونش في الزوال اللي راهي تزول. احنا بغينا باش نتمنوا هذا التراث ونحافظوا عليه ونخلوه ان شاء الله في لوحات اللي يجي اجيال باش يعرفوا باللي كاين منطقات كاينه فيها بعد تاريخي وفيها بعد فني. Oui, très bien. Maintenant, je vais venir à un aspect un peu plus technique. Oui, dans votre style, est-ce qu'il y a des influences de certains peintres qui ont une influence sur votre travail? طريقة هي خاصة، هي هذه الطريقة هي تكنيك لاكواغيل بالألوان الزيتية اللي هي فيها الأبعاد الأبعاد هي كما نقولوا لا تخوازيام ديمونسيون. فيها الهندسة المعمارية وفيها الألوان اللي تعبر على الألوان الساخنة اللي تعبر على الحي اللي مر عبر الكولار ثاني تعبر شكلا نوعا ما على التصميم الحي القديم. يكون فيها تعبير ذو إحساس وكما نقولوا بالعامية راهي في الزوال حنا نحافظوا عليها باش تكون في التصميم عبر الجيل القادم إن شاء الله. Donc j'imagine que pour faire un travail de ce genre, il y a toute une recherche historique, architecturale que vous devez faire en amont pour essayer de retranscrire au maximum l'authenticité de l'endroit. حنا نتمناو باش يحافظوا عليها وتكون في كما نقولوا عندنا تاريخ يعبر على هذا الأحياء اللي كانت مرت عبر التاريخ الاستعمار ومرت منذ القدم. نتمناو إن شاء الله تكون في التصميم والمبادرة في المساهمة في تثمين هذا التراث. إن شاء الله. Je viens maintenant à vous, monsieur Zakaria Tiras, parce que vous avez quand même un style qui est très très différent de monsieur Reda Kouchir. Et donc vous, en tant qu'artiste peintre, quel est votre processus créatif dans votre manière de faire? Étant donné qu'on est dans deux styles. L'inspiration, oui. Déjà, pour parler de l'inspiration, est-ce que vous avez des figures artistiques que vous admirez beaucoup et qui ont eu une influence considérable sur votre manière d'approcher le monde? Mais j'aime beaucoup les leaders, c'est Picasso. Parce qu'un artiste c'est un artiste qui est audace, oui. Oui, parce que c'est vrai, il est très ambigu, expressionniste. Même côté, non, c'est expressionniste, oui. Au cubisme mais aussi. côté cubisme, oui.
il a beaucoup d'idées, beaucoup bon côté d'inspiration, oui. Mais ma technique, c'est un peu différente. L'inspiration, non. J'ai une technique. Bon, après, il y a toujours votre style. Il y a le zigzag. C'est deux différentes techniques. C'est une technique, bon. Celui-là. C'est sous-titré lob. Ça, c'est galop. C'est une gamme de galop, c'est une gamme de chevaux. D'accord. On y a le travail à l'IA. Bon, je vais faire plus de 15 ou une vingtaine de tableaux dans ce sujet et même dans la même technique. Parce que c'est une technique, bon, je ne peux pas dire le jamais vu. Mais comme c'est très beau quand on le voit avec les images, il y a quand même toute une nuance de couleur. C'est l'aube. C'est très très beau. Il y a quand même une nuance de couleur, de forme assez particulière. Alors, c'est acrylique, ça c'est technique mixte, des différents matériaux. L'acrylique, bon, tel crayon de couleur, l'aquarelle, c'est la recherche d'artistes. Et même, ça dépend côté d'inspiration. Les thèmes aussi, les thèmes que vous voulez aborder. Parce que chaque artiste, je pense qu'il a quelques thèmes qu'il traite à chaque fois. Et vous, justement, dans votre travail en général, dans votre œuvre, dans son intégralité, quel thème et message vous est cher? Quel thème et message vous voulez véhiculer à travers vos tableaux? Quels sont les thèmes que vous voulez traiter? Parce que là, quand même, on voit deux thèmes radicalement différents. Donc, on voit l'aube, on voit tout ce qui est équestre, donc les chevaux, etc. Donc, est-ce que, au fond, il y a quand même un fil conducteur ou il y a une idée ou un message caché que vous... Il y a plusieurs messages, oui. Merci pour ça. Donc justement, si c'est possible, pas de révéler les secrets, non, mais juste de parler un peu de votre... L'objectif, c'est نمدوا un message parce que chaque artiste عنده un message. لو كان ما يمدش هذاك le message ما أداش المهمة تاعه كما ينبغي. كي يكون le message chaque œuvre doit avoir. شوف jamais l'artiste ما يموت كي يكون un message. كيما نهضروا على les artistes les artistes peintres نهضروا على les écoles اللي كانوا avant. نهضروا على l'école تاع le cubisme ولا le surréalisme ولا à travers des travaux gigantesques باش خليو l'empreinte تاعهم à travers l'histoire. Après, à travers d'une philosophie. La philosophie de chaque école تخلي وقت للناس تتمعن فيها مليح باش تفهم هذيك الفلسفه تاع هذاك الفنان. Tout à fait. كيما نعطيك une citation. Juste brièvement, si vous voulez, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Donc juste brièvement, si c'est possible, juste de finir l'idée. Une citation de Salvador Dali. Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Absolument. Salvador Dali qui est quand même l'une des plus belles références dans le domaine de la peinture. En tout cas, merci beaucoup pour cette prime à la créativité. Merci beaucoup à vous, M. Zakaria Tires, ainsi que M. Reda Kouché, d'avoir été parmi nous pour nous présenter vos travaux. On vous souhaite plein succès pour la suite de vos expositions, de vos futures toiles, etc. Merci beaucoup à vous. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique, ainsi qu'à l'équipe à la régie, pour avoir assuré le bon déroulement de cette émission. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.